Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous arrivez à m'entendre correctement? D'accord, c'est bon. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que vous arrivez à m'entendre clairement? Ok, pas de problème de son. Oui. Ok, ça marche. Et maintenant, c'est plus clair? Vous arrivez à m'entendre? Très bien, merci beaucoup. Ça marche, merci. Soukaina Chakib, tu es là? Alors, tu vas m'assister aujourd'hui. Je te donne la parole. Soukaina Chakib, présentateur. Voilà. C'est bon, Soukaina? Donc, s'il te plaît, si j'ai un problème de son, tu me le fais savoir, s'il te plaît. Très bien, merci beaucoup, Soukaina. Alors, euh, pardon, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon. Des fois, les noms et prénoms sont prêts à confusion. Ton prénom, c'est Chakib ou Soukaina? D'accord, ok, ça marche, merci beaucoup. Ok, alors, on se retrouve aujourd'hui pour finir notre deuxième chapitre, d'accord, concernant les principes, les composantes et les principes du droit budgétaire. Donc, on va clôturer ce chapitre-là et nous allons faire ensemble un petit test, d'accord, pour tester un petit peu vos connaissances, voir où est-ce que vous en êtes. Donc, ça sera des questions sous forme de sondage. Je vais créer des sondages au fur et à mesure. Vous allez y répondre et voir la majorité ce qu'ils ont répondu correctement ou pas. Et des petites questions directes. Donc, en fait, l'examen, ça sera soit des questions directes, soit une dissertation, soit les deux, soit un système hybride. On n'a pas encore, on s'est pas encore concerté sur le sujet. Mais ça sera principalement ça. Donc, on va au fur et à mesure faire des petites questions directes comme ça. Et à la fin, quand on va finir notre cours, je vais vous montrer comment rédiger une dissertation. Comme ça, vous êtes sûr et certain d'avoir la bonne méthodologie. D'accord? Et par la suite, ça sera juste comment vous allez rédiger cette dissertation avec un langage clair, précis, sans faute d'orthographe, s'il vous plaît. Je précise, je répète, sans faute d'orthographe. Donc, s'il vous plaît, alors vous avez des outils, vous avez des moyens. Il y a Word, vous pouvez faire la correction automatique. Il y a pas mal de logiciels gratuits qui permettent de faire des corrections automatiques. Donc, il faut être capable de rédiger quelque chose en bonne et due forme. Alors, c'est l'occasion, d'accord? C'est l'occasion. Vous êtes en deuxième année, je pense que c'est l'occasion pour que vous vous améliorez sur ce point. Bref, donc on continue s'il vous plaît. La dernière fois, nous avons parlé des trois principes fondamentaux les trois Ismaël, je disais simplement que à la fin de ce chapitre, on va faire un petit test de connaissances et quand on va finir tout notre module, je vais faire avec vous la méthodologie de rédaction d'une dissertation. Comme ça, si vous avez une dissertation à l'examen, vous serez capable de rédiger une bonne dissertation. Je vais vous montrer comment faire ça avec un langage simple et clair. D'accord? Très bien. Alors, je disais, euh, nous avons vu les trois principes. OK? Nous avons expliqué tout ça. Les trois principes. Soukaina, c'est bon pour le sang, Yak? Parce qu'il y a Mrim qui a des soucis. Oui, madame, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup, Soukaina. Alors, je disais qu'il y avait trois principes. Nous avons déjà parlé des trois principes. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Bon, quatre. Et on a parlé déjà des trois principes. Le premier principe, c'était quoi?
C'était quoi le premier principe que nous avons vu ensemble? Très bien. Donc, l'annualité, annualité, l'unité, l'unité. Et nous avons parlé aussi de l'universalité. Donc, on a discuté de ça. Et nous avons commencé à parler du quatrième principe qui était la spécialité. Et concernant ce principe, nous avons dit que la spécialité, c'était quoi? C'était tout simplement chaque dépense a une destination précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unité de base de la loi de finances, quand tu vas lire la loi de finances, radicaux-nous des chapitres budgétaires, ce qu'on appelle des chapitres budgétaires. Et nous avons donné des exemples. Quand je vous dis les dépenses d'investissement, est-ce que c'est un chapitre budgétaire, ça? Les dépenses d'investissement. Très bien, bravo. Et donc, c'est une ventilation. Je prends la loi de finances et je la ventile sous forme de chapitres budgétaires. OK? Et ces chapitres budgétaires, bien évidemment, chaque opération, ces chapitres budgétaires, elles seront comment? Ben, tout simplement, elles seront déclinées en lignes budgétaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, je vous ai parlé de lignes budgétaires quand on parlait de la comptabilité publique. Elles seront déclinées en lignes budgétaires. Exemple, euh, les dépenses de personnel. Est-ce que c'est un chapitre budgétaire ou une ligne budgétaire? Les dépenses du personnel. Chapitre ou ligne budgétaire? Très bien. Exactement, Soumia Fatem Zara. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est une ligne budgétaire qui fait partie du chapitre budgétaire concernant quoi? Concernant les dépenses? Les dépenses? Très bien. Bravo Fanny. Exactement, oui Soumia. Les dépenses de fonctionnement. Exactement. Exactement, tout à fait. Est-ce que c'est clair? Donc, j'arrive pas à faire la différence entre les deux. Khadija, on a déjà parlé des dépenses du budget général de l'État. Donc, nous avons dit qu'il y avait les dépenses de fonctionnement. OK? Ces dépenses de fonctionnement, ça veut dire quoi? Ce sont des dépenses qui sont obligatoires. D'accord? Ce sont des dépenses qui sont obligatoires pour le fonctionnement de l'administration publique de manière générale. OK? Nous avons parlé des dépenses d'investissement, les dépenses d'investissement, invest, et les dépenses de la dette publique, les dépenses de la dette publique. D'accord? Principalement, donc, c'est ce qu'on appelle des chapitres budgétaires. Ce sont des chapitres budgétaires. Chapitres budgétaires, tout simplement. OK? Bien évidemment, c'est la même chose pour les recettes. D'accord? Je prends seulement l'exemple des dépenses. Mais c'est la même chose pour les recettes. Les recettes fiscales, c'est un chapitre budgétaire. Les recettes non fiscales, c'est un chapitre budgétaire, etc., etc. OK? Donc, parmi les dépenses de fonctionnement, nous avons dit qu'il y avait les dépenses du personnel. Bon, on a fait toute une liste sur ma présentation. Je vais vous la donner aussi sur le Polycop. Mais pour synthétiser tout ça, il y a ce qu'on appelle les charges courantes et les charges du personnel. Courantes et les charges du personnel, principalement. OK? Donc, les charges de personnel, ou là, les dépenses du personnel, c'est ce qu'on appelle des lignes budgétaires. C'est juste des appellations pour simplifier la lecture, que ce soit en comptabilité publique ou là carrément le droit budgétaire. D'accord? Est-ce que c'est clair, Khadija? Des lignes budgétaires. C'est bon pour ce point? Très bien. Excellent. Donc, nous avons dit bien évidemment que certes, chaque dépense a une destination précise, d'accord? Cette destination qu'on va appeler chapitre budgétaire, qui va être déclinée en ligne budgétaire, mais il y a des exceptions. Pour chaque principe, nous avons soulevé des exceptions, des dérogations à la règle, des dérogations à ces principes. Donc, nous nous sommes arrêtés sur le principe, la première dérogation, la première exception, c'est ce qu'on a appelé comment? Dites-moi comment? La première dérogation à la règle, c'était quoi? Très bien, exactement. Les virements de crédit. Bravo. Alors, qu'est-ce que nous avons dit par rapport aux virements de crédit?
C'est quoi le virement de crédit? Déjà, avant de me dire c'est quoi le virement de crédit, qui décide de faire un virement de crédit? Qui décide de faire un virement de crédit? Très bien, exactement. Donc, c'est soit le chef du gouvernement concernant quoi? Quel type de dépenses? Quel type de dépenses? Exactement, Ismaël. Le chef de... Très bien, Smail. Très bien, Smail. Ce sont les dépenses d'investissement. C'est lui qui décide. Le chef du gouvernement décide par rapport aux dépenses d'investissement. Et qui décide par rapport aux dépenses de fonctionnement? Qui? Quel ministre? Très bien, madame. Exactement. Le ministre des Finances. Ministre des Finances. Voilà. Exactement. Donc, c'est lui qui va décider par rapport aux dépenses de fonctionnement. Donc, c'est quoi un virement de crédit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorisation parlementaire. Aucune non-autorisation, non-autorisation parlementaire. Donc, c'est quoi en fait? C'est quoi un virement de crédit? Très bien. À hauteur de combien? Très bien. Donc, c'est une modification de chaque chapitre budgétaire. À hauteur de combien? Bravo. À hauteur de 10%. De 10%. Modification de chaque chapitre budgétaire. 10% bien sûr du montant total du chapitre budgétaire. De chaque chapitre budgétaire. Ok? Très bien. Et nous avons dit, et c'est Mrim Majid qui a gagné le point, si on dépasse les 10%, on parle alors d'une loi de finances rectificative. Voilà, exactement. Très bien. Alors ça concerne la première exception à ce principe. Maintenant, on va passer à la deuxième exception. La deuxième exception concerne le chapitre budgétaire, le chapitre des dépenses, bon, chapitre aux lignes. Bien sûr, il y a des chapitres, il y a des sous-chapitres, il y a des lignes. Anna, je vous donne juste de manière simplifiée. Bon, vous pouvez considérer ça comme une ligne budgétaire. Parce que Faust, par exemple, quand je parle des dépenses imprévues, Faust, les dépenses imprévues, je peux trouver quelques lignes budgétaires. D'accord? Dépenses imprévues et dotations provisionnelles. On a déjà parlé de ça. Et des dotations provisionnelles. Ils font partie de quel chapitre budgétaire? Provisionnel. Dites-moi. Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles. Où est-ce qu'on les a vu, on a vu ça? Ils font partie de quel chapitre budgétaire? On peut dire sous-chapitre. Très bien. Très bien. Exactement, Myriam. Exactement. On a vu ça dans les dépenses de fonctionnement. Et nous avons dit quoi? Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles. Très bien, dans le BGE, exactement. Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles, en fait, c'est ce qu'on qualifie de chapitre ou sous-chapitre réservoir. Réservoir. D'accord? C'est ce qu'on qualifie de réservoir. Pourquoi j'ai noté ici le terme réservoir? Parce que tout simplement, ce sont le langage comptable. Voilà, exactement. Quand je parle de provision, ça veut dire que je vais garder une certaine somme d'argent pour tel ou tel risque. N'est-ce pas? Donc, je garde cet argent-là. En fait, elle n'a pas de destination précise. Où est-ce que je vais mettre ces provisions? Où est-ce que je vais les affecter? Ce sont des provisions qui sont non affectées. Est-ce que vous avez compris? Non affectées, les dépenses. EES. Exactement. Donc, voilà, c'est comme Reda l'a dit, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai une certaine somme d'argent, ok? Mais où est-ce que je vais les mettre? À l'intérieur de la loi de finances.
quelle est leur destination? Où est-ce que je vais noter de l'argent? Est-ce que ça concerne le ministère des Finances? Est-ce que ça concerne le ministère de la Justice? Est-ce que ça concerne l'organisme de sécurité sociale? Est-ce que ça, est-ce que vous avez compris? Il n'a pas de destination précise. Donc, où est-ce que je vais écrire, dites la somme? Dans quel budget? De quel organisme précis? Bah, tout simplement, c'est un argent, c'est ce qu'on appelle de l'argent libre. C'est de l'argent libre. Ça veut dire quoi? Au cas où, au cours de l'année budgétaire, il y a des problèmes ou des insuffisances dans le chapitre de fonctionnement, on va puiser dans le sous-chapitre des dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Est-ce que vous avez compris? Exactement. Voilà. Donc, s'il y a des problèmes, si on n'a pas assez d'argent pour le chapitre des dépenses de fonctionnement, alors on va prendre l'argent libre de ce sous-chapitre, qui est les dépenses imprévues et dotations provisionnelles. On va prendre cet argent libre et on va les affecter. Donc, on va puiser de ce sous-chapitre. Qui s'occupe de ça? Qui gère ça? Qui donne l'autorisation pour qu'on puisse prendre l'argent libre et l'affecter à telle ou telle dépense? Non, pas le trésor. C'est bien pensé, mais pas le trésor. Très bien, Fatem Zara. Le gouvernement, exactement, Smaïl. Ou je connais le gouvernement. Très bien, Soumia. Le chef de gouvernement. Le chef du gouvernement. Très bien. C'est lui qui autorise, donne son autorisation pour puiser de cet argent et, euh, et les mettre dans une telle ou telle dépense. D'accord? Donc, pour récapituler, les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles, c'est de l'argent libre. Ce sont des dotations, d'accord, qu'on va garder. Une petite somme d'argent qu'on va garder pour tel ou tel problème au cours de l'année budgétaire. Donc, au cas où, c'est une provision, s'il vous plaît, au au cas où, il y a une insuffisance, il y a des problèmes au niveau du chapitre de fonctionnement, ben, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le chef du gouvernement va donner son autorisation pour prendre cet argent, pour prendre l'argent des dépenses imprévues et dotations provisionnelles et les affecter à une dépense de fonctionnement. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Concernant la deuxième exception. Donc, en fin de compte, quand je parle de dépenses imprévues et dotations provisionnelles, elles n'ont pas de destination précise. Où est-ce que je vais les mettre? Dans quel, je vais les affecter à quel ministère, par exemple? On ne sait pas. C'est quelque chose qui reste. Donc, c'est ce qu'on appelle un sous-chapitre réservoir. Réservoir. Ben, si on l'a pas utilisé, ben, crois-moi, Fatem Zara, il est toujours utilisé. Mais au cas où c'est pas utilisé, ben, bien évidemment, il sera, soit il va rester pour l'année d'après, ok? Soit il n'y a aucun problème. Exactement. Donc, soit il sera affecté, et c'est ce qui se passe généralement, parce que croyez-moi, même si on a parlé de la périodicité d'un an, alors un an, c'est long quand même. Mais, et n'oubliez pas que la loi de finances, c'est une prévision. Donc, si on est le réel, bien évidemment, on va se retrouver face à des mois un petit peu délicats. Exemple, Tiji le mois de Ramadan, donc la consommation diffère, donc les dépenses diffèrent, mais par la suite, il y a d'autres mois fins, c'est rapapla. Ça veut dire qu'il y a pas assez de consommation, donc il n'y a pas assez de recettes, parce que quand je parle de TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est liée à la consommation. Est-ce que vous avez compris? Elle est liée à la consommation. Et donc, par conséquent, si, par exemple, autour de l'hiver, la consommation elle est moindre par rapport à l'été, où c'est les vacances, les gens voyagent, etc. Par rapport au mois de Ramadan aussi, où les gens consomment beaucoup plus qu'avant. Est-ce que vous avez compris? La loi de finances, oui, chaque année, exactement. C'est le cas où il y a le problème dans les dépenses de fonctionnement, c'est ça. Oui, les dépenses de fonctionnement.
Exactement. Ce sont des dépenses imprévues. Et bien évidemment, s'il vous plaît, alors, ne voyez pas ça comme des dotations qui sont extraordinaires. Alors, ça dépend des prévisions. Par exemple, si on prévoit qu'il va pas y avoir de problème au cours de l'année, d'accord? Ce sont des études qui se font. Si on prévoit ça, bien évidemment, le sous-chapitre, on va lui affecter une petite somme d'argent. On va pas lui affecter des milliards de dirhams. Non, ce sont des petites sommes d'argent selon des études précises. Donc, forcément, on va puiser là-dessus. D'accord? Et si ça reste, bah, ça restera pour quelque chose d'autre. Ces changements et l'argent libre. Quel changement? Je parle de, quand je dis une dotation provisionnée, c'est quand je parle d'argent libre, ça veut dire qu'on l'a pas affecté à quelque chose de précis. On l'a pas affecté, par exemple, aux dépenses de fonctionnement d'un ministère. Oui, Zineb. Exactement. Le changement de consommation. Exactement. Ben, ça dépend, mais il y a plusieurs instruments, s'il vous plaît. Il y a plusieurs instruments. Exact, Reda. C'est exactement ça. Il y a plusieurs méthodes pour prévoir les prévisions. C'est tout à fait normal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Concernant cette deuxième dérogation. Là, quand vous avez fait la comptabilité, vous avez parlé des provisions, mais c'est la société une provision. C'est pour un risque probable. On garde une somme d'argent pour un risque probable. Wesh, elle puise de cet argent. Ben, forcément, tu vas puiser de cet argent. Alors, on n'est pas dans des situations parfaites. Surtout d'abord au niveau économique, on n'est pas dans des situations parfaites tout au long de l'année. Il y a des fluctuations au fur et à mesure. Exactement. Et par prudence, on fait ça. Imaginez que au cours de l'année, on n'a pas ces dépenses imprévues, on n'a pas ces dotations provisionnelles. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On sera obligé de voir comment faire et pourquoi pas même d'aller vers une loi de finances rectificative. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez compris? Donc, il faut toujours, par prudence, garder, provisionner de l'argent. Ça, c'est ce principe de la compta de manière générale. Parce que on vit dans une... euh, vous avez fait statistique. Nous sommes dans une loi normale. Il y a des fluctuations au fur et à mesure. C'est bon? On passe à la troisième règle, la troisième exception. Alors, la première, c'est les virements de crédit. La deuxième, c'est le sous-chapitre concernant les dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Et la troisième exception, donc nous avons dit que c'est le chef du gouvernement, c'est lui qui donne l'autorisation pour que l'argent des dépenses imprévues soit affecté à une autre dépense. Très bien. Toujours dans le chapitre des dépenses de fonctionnement. Bien. La troisième exception, c'est le chapitre ou le sous-chapitre. Bon, sous-chapitre, point. Normalement, ce sont des sous-chapitres, ce ne sont pas des chapitres. Des charges communes. Des charges communes. OK? Le sous-chapitre des charges communes. Très bien. Alors, concernant ce sous-chapitre, il fait partie de quel chapitre budgétaire? Les charges communes. Où est-ce qu'on les a vues? Dans quel chapitre budgétaire? Dites-moi. Non. Très bien, madame. Chapitre de fonctionnement. Très bien, Soukaina. Exactement. De fonctionnement. On a vu ça dans le chapitre de fonctionnement. Les dépenses relatives, les dépenses de fonctionnement. D'accord? Alors, quand j'écris ici, il y a des notifications qui m'empêchent de le faire. Bref. Le sous-chapitre des charges communes, c'est quoi? Il retrace les opérations réalisées par plusieurs départements ministériels. Il retrace des opérations réalisées, donc ce sont des opérations qui concernent plusieurs départements ministériels. Plusieurs départements ministériels. Je vous donne un exemple.
Euh, je vous ai déjà parlé du logiciel qu'on utilise en ministère qui s'appelle le logiciel JIT. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je vous ai déjà parlé de ça. Le logiciel JIT. C'est quoi? JIT. C'est quoi? Les initiales de quoi? JIT. Mettre en tant que fonctionnaire flottant, ou les par exemple sur les marchés, ou là vous êtes des ordonnateurs, le service de l'ordonnateur, parce que l'ordonnateur c'est le ministre. Vous allez forcément travailler sur le logiciel JIT. Parce que ou là, commun par rapport à pas mal de ministères. Très bien, Walid, bravo. La gestion intégrée des dépenses. Bravo. Intégrer des dépenses. Quand vous entrez là-dessus, vous allez trouver comment faire une dépense, comment ordonnancer, comment payer, comment liquider, comment, etc., etc. D'accord? Comment engager. Il y a pas mal de choses. C'est un logiciel très complet. Les, je dirais quasi, pour ne pas dire de bêtises, je pense quasiment la plupart des ministères travaillent là-dessus. En tout cas, au ministère de la Justice, on travaille là-dessus. Et euh, tout se passe par JIT. Et bien évidemment, JIT, il est contrôlé par le ministère des Finances. OK? Donc, c'est eux qui vont faire leur contrôle, c'est eux qui vont viser, c'est eux qui vont recevoir, etc., etc. Donc, quand je vais acheter ce logiciel, en fait, c'est quoi? C'est une charge commune. L'achat du logiciel JIT, OK? Ou des serveurs OOO, sur le compte de quel ministère on va enregistrer à de l'opération? Quel ministère? Oui, c'est une dépense, exactement. Non, pas seulement les ministères des Finances. Je ne peux pas déposer des milliards de dirhams juste dans le compte des ministères des Finances. Non, non, pas seulement Finances et Justice. Là, qu'il y a l'intérieur, il y a le ministère comment on appelle ça? Euh, je pense ministère de l'Agriculture aussi. Bon, il y a pas mal de ministères qui travaillent avec. Tous les ministères, mais je peux pas. Comment je vais faire? D'abord, l'achat d'Elgid, par exemple, il va me coûter, je dis n'importe quoi, 800 milliards de dirhams. 800 milliards de dirhams, كيفاش غنحطها في les ministères? Comment je vais diviser ça? Très bien, c'est bien. Sachant que plusieurs ministères vont contribuer à la réalisation de la même opération. Comment je vais répartir ça? C'est difficile, n'est-ce pas? Ce que je fais tout simplement, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, c'est que je vais l'inscrire, la charge commune, je vais l'inscrire le sous-chapitre ديال les charges communes. Tout simplement. Le montant de 800 milliards, غادي نحطوه هنايا les charges communes. OK? Les charges communes. Bien sûr, là, c'est un montant extraordinaire. On peut même parler d'investissement. Mais bon, prenons juste le cas d'un petit montant. Il est nécessaire parce que nous avons dit que les dépenses de fonctionnement, ils sont nécessaires, obligatoires au fonctionnement de l'administration étatique de manière générale. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inscrire. Il y a aussi, Naya, c'est juste un petit exemple, il y a aussi les cotisations, les contributions ou les cotisations aux mutuelles. Les ministères, la cotisation des départements ministériels aux mutuelles. Ça aussi, c'est une charge commune. D'accord? Donc, on va inscrire ces montants dans le sous-chapitre des charges communes. OK? Et la gestion de ce sous-chapitre, elle est faite par le ministre des Finances. Le ministre des Finances. Donc, c'est lui qui va gérer la partie, le sous-chapitre des charges communes. Bien évidemment, sous l'égide, bien sûr, de qui? Sous l'égide de qui? À votre avis? Sous l'égide de qui? Très bien, Zineb, exactement. Du chef de gouvernement. Très bien, Ehsan. Le chef de gouvernement.
S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Il y a des dépenses, on ne peut pas les affecter pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle des charges communes. Les charges communes, تنحطهم في واحد le poste, واحد le sous-chapitre budgétaire, ok? Et c'est le ministre des Finances, sous l'égide du chef de gouvernement, qui va gérer les charges communes, tout simplement. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas enregistrer, ce sont des dépenses qu'on ne peut pas enregistrer pour tous ou plusieurs départements ministériels. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inscrire sur un compte général. Un compte général. D'accord? Un compte général qui est les charges communes, tout simplement. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Ben, tout simplement pour vous dire qu'il y a des dépenses qui n'ont pas une destination précise. Pourquoi? Parce qu'on n'a que le principe de spécialité. Il exige quoi? Chaque dépense spécialité, il nous dit quoi le principe? Chaque dépense a une destination précise. Mais on a trouvé l'exception, c'est qu'il y avait des dépenses comme les charges communes, ou des dépenses comme les dotations provisionnelles, ou des virements de crédit, comme des modifications par rapport à chaque chapitre, qui font que l'argent, la dépense n'a pas une destination précise. Donc, on va les mettre dans un compte général. On va les mettre dans un compte général. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, à ce niveau? Très bien. Donc, on fait une petite synthèse par rapport, je partage ma présentation et on continue les deux autres principes qui nous restent, qui sont, alors, je partage seulement mon PPT, pas la peine de tout partager, masquer. Très bien. Alors, donc on a vu tout ça, on était là, voilà, unité. Ok. Est-ce que quand je fais le plein écran, est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? J'étais là quand je fais le plein écran. Vous arrivez à voir Yak? Oui, madame. Ça marche, très bien. Donc, je disais, le principe de l'universalité, on l'a vu, donc nous avons parlé de ça. Et le principe de spécialité, donc son contenu, c'est quoi? C'est que les crédits doivent être subdivisés en unités relativement précises et affectées à des dépenses données. C'est ce que c'est ce que je qualifie de destination affectée à des dépenses données. Ça veut dire que les dépenses, elles ont une destination. Les crédits, c'est quoi? Les crédits budgétaires. Et nous avons dit ensemble qu'un crédit budgétaire, c'est quoi? C'est une autorisation budgétaire. Très bien. L'unité utilisée est le chapitre budgétaire décliné en ligne budgétaire. En ligne budgétaire. Donc, on a le chapitre budgétaire des dépenses d'investissement, le chapitre budgétaire des dépenses de fonctionnement, le chapitre budgétaire des recettes fiscales, etc., etc. Et par rapport à chaque chapitre, on va trouver des sous-chapitres et enfin des lignes budgétaires. D'accord? L'exception à cela, premièrement, les virements de crédit, donc une modification à hauteur de 10%, qui va être autorisée soit par le ministre des Finances concernant les dépenses de fonctionnement, soit le chef de gouvernement concernant les dépenses d'investissement. On a le chapitre dépenses imprévues et dotations provisionnelles, d'accord? Donc, c'est un chapitre où il y a de certaines dotations destinées au cas où, au cours de l'année, à une insuffisance, elles vont être destinées au chapitre de fonctionnement de manière générale, donc à une dépense concernant le chapitre de fonctionnement. Et enfin, le chapitre des charges communes, c'est un chapitre qui est géré par le ministre des Finances sous l'égide du chef du gouvernement. Et c'est une sorte de compte général où on va mettre les principales charges communes entre les différents départements ministériels. OK? Très bien. Alors, voilà en ce qui concerne les 4 principes du droit budgétaire. Et j'avais dit que dans quelques écrits, on parle de 2 autres principes qui sont le principe de l'équilibre, qui est le 5e principe, et le principe de la sincérité. D'accord? Donc, ce sont des principes, en fait, c'est comme si c'est évident.
C'est évident. Mais bon, il y a des écrits qui parlent de principes d'équilibre. Il n'y a pas une exception. Il n'y a pas d'exception à ces principes-là. Donc, c'est juste une question de... euh, on va juste les définir. On va juste parler de leur contenu. Donc, concernant le cinquième principe, qui est le principe de l'équilibre, il stipule que c'est la situation d'un budget. L'équilibre budgétaire, c'est quoi? La situation d'un budget qui prévoit et autorise pour un exercice des charges et des ressources d'un même montant. Qu'est-ce que j'entends par un même montant? Un même montant. Ça veut dire total dépenses est égal à total recette, n'est-ce pas? C'est ça le même montant. Et c'est ce que je qualifie d'équilibre budgétaire. OK? Nous avons dit que l'équilibre budgétaire, c'est quoi? C'est quand le solde il est négatif. Ça veut dire total dépense est égal à total recette. OK? Ce principe vise à éviter l'endettement excessif de l'État. Donc, quand on essaie de trouver cet équilibre-là, on va essayer d'éviter l'endettement excessif. Ça veut dire que l'État ne va pas s'endetter de manière excessive. OK? Et bien évidemment, on va éviter aussi un financement massif des investissements de l'État. En fait, on essaie de trouver une situation d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que assurer, je reviens vers vous, comme ça c'est plus clair. Alors, je disais l'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire total recette est égal à total dépense. OK? Total recette est égal à total dépense. Très bien. Le principe, il veut quoi? Il veut assurer une gestion saine, une gestion financière saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dettes publiques, on veut éviter l'endettement excessif de l'État. Les dettes publiques, ok, doivent être financées de manière, par des procédés, doivent être financées par des procédés non inflationnistes, par des procédés non inflationnistes. C'est quoi inflationniste? C'est quoi inflationniste? Dites-moi. Exactement, ça vient d'inflation. Tout à fait. Exactement. Très bien. Très bien. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tout simplement, on ne doit pas, on ne doit pas augmenter les recettes. Exact. Très bien. Ça veut dire qu'on ne doit pas augmenter le niveau des prix et ne pas augmenter l'impôt. On a parlé de l'impôt et du rôle social de l'impôt, etc., le rôle économique de l'impôt, et nous avons dit que, attention, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, on doit être dans cette optique de ne pas augmenter parce que on cherche l'équilibre. Et par exemple, cette année, les recettes halal. Il faut, il faut bien évidemment penser à d'autres recettes ou là, il faut penser à augmenter les recettes. Et donc, le fait d'assurer une gestion équilibrée des finances publiques, c'est le fait justement de ne pas procéder à une gestion inflationniste. Ça veut dire qu'il ne faut pas augmenter les recettes et bien évidemment, il ne faut pas avoir un endettement excessif. Parce que comment je peux avoir une recette? Qu'est-ce que nous avons dit par rapport aux recettes? On a principalement les recettes fiscales, n'est-ce pas? Les recettes fiscales, les recettes non fiscales, et on a parlé aussi de la dette, n'est-ce pas? Donc, si je suis dans une situation déficitaire, ça veut dire que mes recettes, elles sont moins importantes que mes dépenses. Ben, automatiquement, on va penser à augmenter les prix, augmenter l'impôt, et bien évidemment, on va penser à s'endetter davantage, n'est-ce pas? Donc, l'idée derrière ce principe, c'est quoi? C'est qu'il faut essayer de trouver un équilibre qui va m'empêcher d'augmenter mes recettes et qui va m'empêcher aussi de ne pas s'endetter de manière excessive.
de manière excessive. Comment je peux faire ça? Comment? Par exemple, je peux faire ça en désengageant la volonté de désengager l'État de manière progressive, bien sûr, en évitant de désengager l'État dans le financement massif. Dans les financements massifs de quoi? Dans les financements massifs. Exactement, on va diminuer les dépenses. Mais quel type de dépenses? Est-ce que ce sont les dépenses d'investissement ou les dépenses de fonctionnement? À votre avis? Non, attention, les dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses obligatoires. On ne peut pas agir là-dessus. ما يمكنش تقول لي شي شهر ياك ولا شي عام ما غاديش نخلصوا le personnel. C'est pas possible. Il y a un personnel, très bien, ce sont les dépenses d'investissement. C'est inévitable qu'une dépense de fonctionnement ما تخلصش. Bah, tout simplement غادي توقف الحركة في المغرب. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'ils sont très importantes, elles sont obligatoires pour le fonctionnement de l'État, pour le fonctionnement des différents organismes étatiques. Donc, ce qu'on fait ici, c'est désengager l'État dans les financements massifs d'investissement. Des investissements. Ça veut dire quoi? Ça revient, si on agit sur l'investissement de fonctionnement, euh, ça a diminué le pouvoir d'achat des... Et c'est comme si l'inflation... Exactement, Oussama, oui. Mais j'ai pas compris, elle dit investissement de fonctionnement. Tu parles du fonctionnement, si on agit sur le fonctionnement. Je disais, le fait de désengager l'État dans les financements massifs, ok? En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais quand je désengage l'État dans les financements massifs? C'est ce qu'on appelle une sorte, on va affirmer une forme moderne de libéralisme, n'est-ce pas? Le néolibéralisme. Est-ce que vous avez compris? Très bien, Reda. Voilà, bravo. C'est exactement ça. Néolibéralisme. Ça veut dire quoi? La forme moderne du libéralisme, parce qu'on parle de libéralisme, etc. Mais la forme moderne, c'est quoi? C'est que je vais laisser place à une intervention, comment? Limitée de l'État. On parle d'État-providence, n'est-ce pas? C'est ce que dit la théorie libéraliste. OK? Mais ce qu'il faut essayer de faire pour avoir cet équilibre budgétaire, c'est une intervention limitée de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois encourager l'investissement privé. L'investissement privé. On doit privatiser. Et on a vu ça au fur et à mesure des années. L'État a opté très bien, Reda, et les idées aussi. Donc l'État, il a opté pour une privatisation de pas mal de secteurs. Ok? Pourquoi? Pour que justement, je vais essayer de ne pas faire des financements massifs, de ne pas faire des investissements massifs. Ok? Exactement, Edmond. Oui, bravo. Donc c'est tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je ne vais pas faire des investissements, des financements massifs de l'investissement. Ok? Et le fait de ne pas faire, qu'est-ce que ça va engendrer ça? Ben, ça va engendrer tout simplement quoi? Dites-moi. Si je fais des financements massifs d'investissement, qu'est-ce que ça va engendrer? Il y a une intervention limitée de l'État. Qu'est-ce que ça va engendrer à votre avis? Dites-moi. Oui? Alors quoi? Augmentation. Myriam, IDE, investissement direct à l'étranger. Hassan, déficit, les financements privés, ça va augmenter les dépenses. Ça, non, non, non. Si je fais moins de financement massif des investissements, ça veut dire quoi? Ça va pas augmenter les dépenses. Au contraire, je vais diminuer mes dépenses. Parce que j'ai des dépenses d'investissement qui me coûtent énormément d'argent. Si je dépense moins, ben, je vais diminuer mes dépenses. Et si je diminue mes dépenses, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je pourrais avoir des recettes qui vont m'aider à ne pas tomber dans une situation déficitaire. Est-ce que vous avez compris? Et donc, je pourrais effectivement ne pas m'endetter. Je pourrais éviter de l'endettement excessif. Vous avez compris? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut agir sur les dépenses d'investissement parce que ce sont des dépenses qui ne sont pas
je vais réexpliquer même. Je dois agir sur les dépenses d'investissement pour avoir de l'équilibre. Pour avoir de l'équilibre. Sachant que Anaya عندي بزاف ديال les dépenses. Donc, ce que je fais automatiquement, l'État, ce qu'il fait, je récapitule. L'État, qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Ben, il augmente ses recettes. Comment? Par l'inflation, l'impôt, il est plus grand, ok? Et par l'endettement. Endettement excessif. Ça veut dire qu'il est toujours endetté. Et c'est ce qu'on va trouver dans pas mal de pays. OK? Alors, même en Amérique, les États-Unis d'Amérique, ils sont dans cette situation-là. OK? Oui, Reda. Oui, certes. Ben, ça va de soi. Donc, quand je suis dans une situation de déséquilibre, quoi, j'ai beaucoup de dépenses, donc automatiquement, j'ai pas assez de recettes, donc je vais automatiquement augmenter, il va y avoir une situation inflationniste et il va y avoir un endettement excessif. Yek. وهادشي راه c'est pas possible. C'est ce qui se passe, certes. Bien évidemment, on va essayer de ne pas augmenter bzaf les recettes fiscales. Pourquoi? Parce que كاين واحد الحاجة سميتها la sphère sociale et économique du pays. إلا مشيتي طلعتي لامبو عاوتاني غادي ينوضوا لك الناس ويقول لك انا ما بقى عندي باش نخلص l'impôt. Je n'ai plus de quoi payer mon impôt. Donc l'État va en fin de compte voir quelle solution pour elle? Ben, tout simplement l'endettement, la dette publique. La dette publique. Et c'est ce qu'on va trouver dans pas mal d'États. C'est ce qui se passe dans pas mal d'États. C'est que la dette publique, elle est énorme. Voilà, pour rembourser la dette publique, alors ça engendre des dépenses. On l'a dit, les dépenses relatives à la dette publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un remboursement de la dette. Un remboursement en principal et en intérêt. Attention, les intérêts, les commissions. D'accord? Donc, ce qu'il faut qu'est-ce qui dicte le principe de l'équilibre? C'est que il faut agir sur les dépenses. Il faut agir sur les dépenses d'investissement. Pourquoi? Parce que de un, ce sont des dépenses qui ne sont pas obligatoires, contrairement aux dépenses de fonctionnement, n'est-ce pas? Ils ne sont pas obligatoires. Les dépenses d'investissement, je veux investir je veux investir dans la construction d'un terrain, ou là d'un complexe sportif. Ok, je peux le faire cette année, tout comme je peux le faire l'année prochaine. Par contre, une dépense de fonctionnement, je ne peux pas, c'est obligatoire d'assurer le fonctionnement des établissements publics, étatiques. OK? Donc, ce que préconise le principe, c'est d'agir sur les dépenses d'investissement. Comment? En limitant l'intervention, en limitant l'intervention de l'État. L'intervention de l'État. Je ne dis pas que l'État ne va pas intervenir. Non, elle est toujours là, l'État. Elle intervient toujours. Elle est toujours là, l'État. D'accord? Mais avec une limitation par rapport aux dépenses de ces investissements. Et c'est là où on va encourager l'investissement privé. بلاصة l'État تبني مثلا autoroute, je vais appeler une société privée, c'est elle qui va faire ça. D'accord? Donc, c'est une société privée. Exemple, c'est un petit exemple, mais il y a pas mal de situations dans lesquelles c'est le privé qui assure tout ça. D'accord? Non, du tout. Moi, je suis ni libéral, ni néolibéral, ni rien. Moi, je suis neutre, Reda. Moi, je ne fais qu'expliquer de manière très neutre et objective ce que le principe de l'équilibre stipule. Je parle toujours du principe de l'équilibre. Est-ce que tu as compris, Reda? Je ne fais que relater le principe de l'équilibre. Bien évidemment, il y a d'autres solutions. Mais si vous lisez, il y a pas mal d'ouvrages qui vont parler de ce principe-là, dans ce sens. D'accord? Dans ce sens. Bien évidemment, il y a pas mal de solutions et au fur et à mesure, on se retrouve que on est toujours dans ces situations d'équilibre. L'idée, c'est d'optimiser le total recette et le total dépense pour toujours essayer d'avoir, et je vais noter ça comme ça, un soi-disant équilibre. Est-ce que vous avez compris? Un soi-disant équilibre. D'accord? Parce que c'est difficile d'atteindre effectivement cet équilibre budgétaire. Mais l'idée, tout simplement, c'est d'assurer une gestion saine, une gestion financière saine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Reda, c'est clair, c'est bon? Très bien. Alors ça, c'est
concernant le cinquième le principe qui est le principe de l'équilibre. Et enfin, le sixième, ça concerne la sincérité. Et en fin de compte, la sincérité, c'est quelque chose de... Là, je vais noter ça. Voilà. Partager. Voilà, on parle de sincérité exactement, donc on va parler de transparence. La sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes. Intention de fausser, l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances. La sincérité des ressources et la sincérité des charges s'apprécient compte tenu des informations disponibles au moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler, pardon. Ça veut dire quoi? Compte tenu des informations disponibles. Disponibles. Ça veut dire quoi? Exemple. Un simple exemple. Un simple petit exemple. Alors, tableau vide, voilà. Toujours supérieur. Simple exemple, s'il vous plaît, simple petit exemple, c'est quoi? On parle de sincérité. De sincérité. OK? Par exemple, euh, on est en train de préparer la loi de finances, donc on fait de la prévision, et on a trouvé donc les informations disponibles par rapport à, je vais dire, je vais dire n'importe quoi. D'accord? Je vais dire n'importe quoi. Par exemple, on va prévoir qu'il va y avoir des dépenses de fonctionnement à hauteur de 3 milliards de dirhams. OK? Je dis n'importe quoi. Je suis en train de prévoir et j'ai fait mes études, etc. Et j'ai trouvé l'information disponible, c'est ce montant-là. D'accord? C'est ce montant-là. Au moment où je vais élaborer mon projet de loi de finances, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais me dire, ah, attention, 3 milliards de dirhams, c'est un très grand montant. Non, ce qu'on va faire pour laisser un petit peu justement aux dépenses d'investissement, puisque cette année, on veut investir dans tel ou tel ou tel, je vais mettre dans ma prévision 1 milliard de dirhams. Alors, c'est quand même 2 milliards l'État. Yeah. Attention, ça, je suis en train de fausser la réalité des choses. Je suis en train de fausser la réalité. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que même avec mes études approfondies, je trouve toujours le montant, je trouve toujours les 3 milliards de dirhams. Mais moi, puisque j'ai une politique derrière, je me dis non, attention, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prévoir 1 milliard de dirhams. Donc j'ai l'intention de fausser la réalité. Ça, c'est interdit. Le principe de la sincérité, c'est que je dois mettre les informations disponibles et sur la base de ces informations disponibles, faire des prévisions, informations disponibles, faire des prévisions précises et transparentes. D'accord? Des prévisions précises et transparentes. Exactement. On va se baser sur ce qui est réel. Et je vais vous expliquer, quand on va commencer le troisième chapitre, concernant la préparation de la loi de finances, je vais vous préciser, je vais vous expliquer clairement les prévisions. Il y a des méthodes, ok? Et on va expliquer ça plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le principe de sincérité, hein, et il y a ce qu'on appelle le principe budgétaire et le principe de la comptabilité publique. Donc, c'est la sincérité budgétaire et la sincérité comptable. C'est par rapport à chacun parce que nous avons dit que les ordonnateurs publics euh, vont faire, les comptables publics vont contrôler ce que les ordonnateurs publics font. D'accord? Et donc, le principe de la sincérité, c'est qu'il ne faut pas avoir une intention de fausser la réalité. Il faut être sincère.
Il faut déposer des chiffres sincères. D'accord? C'est que ça. Concernant le principe de l'équilibre et le principe de sincérité. Mais ce qu'il faut retenir, les principes du droit budgétaire sont le principe de l'annualité, de l'unité, de l'universalité et de la spécialité, avec leur dérogation. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, à ce niveau? C'est bon pour tout le monde? Très bien, excellent. Alors, maintenant, on va donc c'est tout ce qu'on a par rapport à ce deuxième chapitre concernant le droit budgétaire. Donc, on a vu un petit peu les composantes et les principes du budget. Euh, je pense que c'est clair à ce niveau-là. Tout le monde a bien compris. On va faire maintenant un petit test. OK? On va faire un petit test pour évaluer vos connaissances avec un sondage, donc des questions, un QCM, un mini QCM, ok? Et des petites questions directes pour voir comment ça va se passer. Est-ce que à ce niveau-là, c'est clair? Comme ça, on va entamer la prochaine étape. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. C'est la semaine des rattrapages. Donc, on va se voir la semaine d'après pour entamer directement la préparation de la loi de finances, l'exécution de la loi de finances et le contrôle. Ok? Et si on a du temps, on va parler de l'audit de performance. Ok? Si on a du temps là-dessus. Bien. Alors, je vous donne déjà le code et s'il vous plaît, je ne suis pas dupe. Je sais qui est présent et qui n'est pas présent parce que quand je vois ma liste, je vois qu'il y a 170 personnes présentes alors que d'abord il y a 100 personnes. Donc, s'il vous plaît, soyez sincères. On parle de principe de sincérité. S'il vous plaît, soyez sincères. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. OK? Reda, crois-moi, je connais chacun de vous. OK? Je sais qui participe, qui ne participe pas. Et tout ça, je le prends en considération. Je prends tout ça en considération. Il n'y a pas que l'examen, la note de l'examen. Non, je prends en considération pas mal de choses. Parce que l'étudiant qui fait l'effort de suivre le cours, c'est pas comme un étudiant qui fait aucun effort. Donc, je connais chacun de vous, je sais qui est là, qui n'est pas là, qui se connecte et reste passif, je sais tout ça. Donc, s'il vous plaît, vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas présent. OK? Et c'est pour votre bien. S'il vous plaît, ce sont des matières à je vous l'ai dit. Ce sont des choses qui vont vous aider plus tard. On n'est pas là pour apprendre pour l'examen. أنا راه ما كتعطيكم كاملين 20 sur 20. Ça fait pour moi راكم validé. كلشي validé. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir tout. Hiba, est-ce qu'on aura ces détails dans le support? Je vais essayer de donner, mais mes supports sont beaucoup plus un essentiel. D'accord, c'est l'essentiel. Donc, si vous avez suivi les cours, vous n'aurez aucun souci. Le détail des cours, au fur et à mesure, vous n'aurez aucun souci pour répondre à l'examen. Le polycope, c'est juste l'essentiel. Je garde l'essentiel pour que ça soit un polycope lisible, qui donne envie de lire. Mais si ça sert à rien. OK? Qu'est-ce que je sais pas encore, non, je sais pas encore parce qu'il y a un projet et tant qu'il n'a pas encore abouti, je ne pourrais pas en parler, mais je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Normalement, soit des questions directes, soit un QCM. Pardon, le QCM Marie-Coche, soit des questions directes, soit une dissertation. OK? Oui, le test, on va le faire tout de suite, ensemble. Ça sera, on va le faire ensemble. Alors, je vous donne le code et les gens qui sont pas là, pas la peine de le noter. Alors, c'est ça le code. Tout est en minuscule, donc CQABI 6. Je note ça en rouge. CQABI 6. C'est bon? Alors, on passe maintenant tout de suite à notre sondage. Alors, voilà comment on va s'organiser, ok? Je vais partager avec vous dans une partie mon PPT. Je vais partager juste la fenêtre, comme ça j'aurai accès à vos commentaires, je pourrai lire ce que vous faites. Et en parallèle, je vais créer des sondages. Alors en bas, fin le micro et la caméra, qui est normalement désactivée, au fin la parole, il va y avoir
Je vais le créer tout de suite. Je vais voir juste la première question. Ok. Donc, la première question, je vais faire question dichotomique, question 1. Commence. Est-ce que vous arrivez à voir le petit sondage? Un petit sondage. Très bien. Le sondage, j'ai mis ici Q1, la question 1. Ok, je vais la partager tout de suite. Et pas la peine d'écrire oui, mais c'est pas ça la question. Pas la peine d'écrire oui. Alors, je vais vous donner la question et vous notez soit oui, soit non. Ok? Alors, je partage ça aussi en parallèle. Partagez juste la fenêtre. Voilà. Masquer. Et voilà, comme ça, c'est très simple. C'est pas grave si il y a ici, comme ça. Bon, c'est lisible, n'est-ce pas? Voilà, c'est lisible. Très bien. Alors, la première question. On va lire la question et vous allez répondre soit par oui, soit par non. OK? Vous pouvez cliquer sur la petite croix pour voir toute la question. Ouais, vous déroulez la question. C'est très simple. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, il y a énormément d'outils en ligne. Euh, il faut prendre en considération tout ça parce que c'est très, très agréable, très utile. Alors, première question. Existe-t-il des relations réciproques entre les révisions constitutionnelles et les refontes des lois organiques régissant le budget de l'État? OK? Alors, vous répondez par oui ou par non sur le sondage. Oui ou non. Et ensuite, on va discuter ensemble de la réponse. Et c'est là où on va voir ceux qui ne répondent pas, qui ne sont pas connectés. Existe-t-il des relations réciproques entre les révisions constitutionnelles et les refontes des lois organiques régissant le budget de l'État? Alors, je vois ici qu'il y a des personnes qui ont noté, il y a pas mal de personnes, 70, qui ont noté oui, et 4 personnes afficher les réponses. Donc, les réponses sont affichées. Alors, Edmond, c'est bien que tu m'aies dit ça, Yak, parce que l'examen, on ne va pas donner des formulations sehline. C'est pas possible de donner quelque chose facilement comprise. Donc, voilà, je vais vous expliquer ça. Il faut toujours essayer de comprendre le contexte de la question, ok? Et essayer de comprendre la logique de la question, ok? Existe-t-il des relations réciproques? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation entre les révisions constitutionnelles? Alors, on va passer à une autre question. Donc, ce que j'ai remarqué ici, 70% ont répondu oui, et il y en a 4 qui ont répondu non, parce que Annelies, c'est la cinquième, alors que c'est faux, c'est juste, c'est oui. La réponse, c'est oui. OK? Les gens qui ont écrit non, c'est faux. OK? Et les autres, c'est sans réponse. Bref, donc première question, la réponse, c'est oui. Pourquoi? La question, elle dit quoi? La question, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, est-ce qu'il y a des relations réciproques entre les révisions constitutionnelles et les refontes? Refonte, comme l'a dit Myriam, c'est une correction, c'est une modification, c'est une réforme. OK? Des lois organiques régissant le budget de l'État. Finalement, on va trouver la réponse à ça. Par rapport à quel point que nous avons étudié ensemble? Où est-ce qu'on va trouver la réponse à cette question? C'est quel point en fait? C'est tout simplement par rapport à l'historique ici. Et qu'est-ce que nous avons dit par rapport à l'historique? Déjà, 1970, 1972, l'adoption des constitutions a induit l'adoption des lois organiques, des lois de finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que quand la constitution elle est en pleine refonte, en pleine modification, est-ce que, c'est bon? Est-ce que
la loi organique des lois de finances, elle aussi, elle est adoptée, elle est réformée, elle est modifiée ou pas? Donc, est-ce qu'il y a un lien entre la modification d'une constitution et la modification d'une loi organique des lois de finances? Oui ou non? Dites-moi oui ou non? Voilà, exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une révision de la Constitution, automatiquement, ça engendre une révision, une modification, une réforme de la loi organique des lois de finances. C'est normal. C'est tout à fait normal. OK? Très bien. Alors, on passe à la deuxième question. Question numéro 2. Très bien. Et je vais noter ici le petit sondage. Question numéro 2. Mes choix. Est-ce que c'est en 1917? Est-ce que c'est en 1962? Voilà. Alors, vous répondez. Quand est-ce que le système moderne des finances publiques a-t-il vu le jour au Maroc? Le système moderne. Est-ce que c'est en 1917 ou en 1962? Le système moderne. Allez-y. 1917 ou 1962? Quand est-ce que le système moderne des finances publiques a-t-il vu le jour? Alors, il y a des gens qui écrivent 1917 comme Reda. Reda, il faut bien lire la question. Je parle quand est-ce que le système moderne, moderne, 1962, très bien. La majorité a répondu correctement. C'est en 1962 que le système moderne des finances publiques a vu le jour au Maroc. Pourquoi? Parce que 1917, c'était la première année où on a commencé à parler de finances publiques lors du protectorat, à la période du protectorat et au lendemain de l'indépendance. Mais, j'ai bien précisé, moderne. Le système moderne n'a vu le jour qu'en 1962. Qu'en 1962. D'accord? Donc, il faut bien lire la question avant d'y répondre. OK? Très bien. Exactement, la réponse par logique. Exactement, tout à fait. Alors, on passe à la troisième question. Et je fais troisième question. OK. Alors, cette question, je vais pas la mettre, vous allez y répondre ici. Très bien, merci pour le détail. Alors, la troisième question, voilà. Vous allez y répondre directement, pas la peine que je vous fasse un sondage. Quand le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulé par les membres du Parlement? Dis-moi. Quand le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulé par les membres du Parlement? À quel moment? Où est-ce que nous avons vu ça? C'est quoi? Had la phrase. Cette phrase, où est-ce que nous avons vu cette phrase? Dites-moi. Quand le gouvernement, c'est une phrase, je vais vous aider. D'accord, je vais vous aider. C'est une phrase, quand il a la permission. Plus exactement, non, non, non. C'est pas à ce moment-là. Je vais vous aider. Cette phrase, c'est une phrase d'un article. C'est une phrase d'un article. Très bien, de la Constitution. Exactement. De 2011. Exact. Mais donc, quand est-ce que le gouvernement peut s'opposer à l'irrecevabilité? Quand? On va voir ça tout de suite. Selon l'article, selon l'article 77, le gouvernement peut opposer de manière motivée l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulé par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence par rapport à la loi de finances soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des charges publiques. Donc, quand est-ce que c'est tout simplement lorsque les ressources vont diminuer ou lorsque il va y avoir une aggravation des charges, soit
Diminution. Donc la réponse, c'est soit diminution des ressources, des recettes, soit augmentation des dépenses. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Bravo. Alors, on continue. Pas du tout, mais on a expliqué ça, Wafa. لا ماشي وفاء اللي قالتها لي. إشراق, on a expliqué ça. On a dit que normalement, c'est le Parlement qui donne l'autorisation. Mais le gouvernement, مثلا صافي on a, c'est bon, la loi de finances a été approuvée, etc. Mais le gouvernement, il peut s'opposer, c'est-à-dire il ne va pas prendre la proposition du Parlement. Et on a expliqué les propositions, on a expliqué les amendements, on a expliqué tout ça. Et on a dit qu'il ne va pas prendre le gouvernement, il a le droit de ne pas accepter, de ne pas recevoir la proposition, d'accord? Il n'y a pas de souci, Myriam, de ne pas accepter la proposition quand l'adoption de la loi de finances, elle a des conséquences. Ça veut dire quoi? S'il a jugé que les recettes haptin, ou là s'il a jugé que les dépenses talent bzaf, s'il y a une aggravation ou carrément la création de nouvelles charges publiques. À le moment, s'il juge qu'il va y avoir une conséquence à l'équilibre budgétaire ou la loi de finances de manière générale, le gouvernement, il a le droit de s'opposer à la proposition. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Je pense l'ensemble 3 هو اللي ما كانش معانا في هذا. Très bien, très bien. Mais si vous revoyez les enregistrements, on a parlé de tout ça. Très bien. Alors, on continue vite fait, il ne reste pas beaucoup de temps. Où est-ce que j'en étais? Ici, donc quand le gouvernement. Ok. Alors, quatrième question. Petit sondage. Sondage. La loi de finances est une loi votée par le Parlement qui prévoit pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des dépenses. Oui ou non? Oui ou non? Selon l'article 1 de la loi organique des lois de finances 133 de 2015. Alors, la plupart m'a écrit oui. Bon, vous êtes 72%. Qui a écrit non? Qui a dit non? Les 3 personnes qui ont dit non. Je veux vous voir. Qui a dit non, s'il vous plaît? Relevez à moi. Vous avez peur? Alors, les 4 personnes qui ont écrit non, les 5 personnes qui ont écrit non, voilà. Maintenant, c'est les, maintenant, c'est les 6 personnes. Ils ont raison. La réponse est non. C'est vrai, Yassine? J'ai l'impression que tu as écrit oui. S'il vous plaît, la réponse est non. C'est faux ce que je viens d'écrire. Pourquoi? Vous l'avez dit, j'ai lu Soumia, elle a dit, Sahraoui. Prévoit et autorise. Prévoit et autorise. Attention, attention, attention. Ma كانت غير prévoit, jamais. Et je l'ai dit pas mal de fois, je l'ai répété. راه شتي فين تيكونوا les pièges. Vous voyez où est-ce que vous trouvez des difficultés في الخطة تقولوا علاش جاوبنا خطأ. Attention, la loi de finances, c'est une loi votée par le Parlement qui prévoit et autorise. C'est un acte de prévision et c'est un acte d'autorisation. Une autorisation parlementaire qui prévoit et autorise. Exactement, un seul mot, il a tout changé. C'est bon? Donc, s'il vous plaît, il faut faire très attention. Il faut se concentrer, lire convenablement la réponse. C'est bon, c'est clair? Ah non, 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 l'examen sera très facile. Non, ne vous inquiétez pas. Attira, c'est rien, Attira. Alors, je vous ai donné des trucs très faciles. Ok? Khadija, il a مشيتي قريتي la loi organique 133 ياك voilà Donia إلا مشيتي قريتيها غتلقاي في le premier article شنو تيقول لك la loi de finances est une loi votée par le Parlement qui prévoit et autorise ماشي غير prévoit ce n'est pas juste un acte de prévision non c'est un acte de prévision et d'autorisation ça veut dire quoi ça veut dire que on va prévoir
la loi de finances prochaine, mais aussi on va avoir l'autorisation du Parlement. On va avoir l'autorisation du Parlement. D'accord? Pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et l'ensemble des dépenses de l'État. La définition. Donc, ma question, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tout simplement que, exactement, Reda. J'ai dit tout simplement que c'est une loi qui prévoit. Là, c'est faux. C'est une loi qui prévoit et autorise. Ou had prévoit et autorise, je l'ai répété pas mal de fois. Donc, les gens qui ont mis non, ils ont raison. C'est les deux. C'est faux. Très bien. Alors, ça veut dire que non. D'abord oui, mais tout à l'heure, c'est juste la réponse. Mais tout à l'heure, j'avais écrit juste qui prévoit. Ok? Alors, on va faire une dernière. Il est déjà l'heure, malheureusement. On va faire une dernière vite fait. Euh, bon, il y en a pas mal. C'est pas grave, on pourrait. Et alors, dites-moi juste vite fait, c'est pas la peine de passer par le sondage. Dites-moi, la taxe est un prélèvement pécuniaire autoritaire obligatoire, oui ou non? De questions directes que de questions de réflexion. Est-ce que je ne sais pas encore? Oui. Oui ou non? La taxe est un prélèvement pécuniaire autoritaire obligatoire. Alors, non, c'est le contraire. Alors, j'ai compris ce que vous êtes en train de vous dire. Pourquoi? Allez, je vous avais dit non. Pourquoi? Pourquoi vous avez dit non? La réponse de question 3. C'était quoi la question 3? Si, il est obligatoire. Attention, il est obligatoire. La question 3, la réponse, quand les recettes vont diminuer ou là les charges vont augmenter. Pour la personne qui m'a posé la question. Attention, si هنرجع لكم la taxe. هنرجع لكم tout de suite. Attention, هاي la taxe. La taxe est un prélèvement pécuniaire autoritaire obligatoire. Selon des règles légales, à titre définitif. Mais شنو هو الفرق بيناتهم؟ هو le principe du prélèvement sans contrepartie. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, quand je vous dis, oui, c'est un prélèvement pécuniaire, oui, c'est un prélèvement pécuniaire. Oui, c'est un prélèvement autoritaire. Oui, c'est un prélèvement obligatoire. Est-ce que vous avez compris? La seule différence, c'est que, Henaya, c'est un prélèvement, mais pour un service rendu. Donc, quel est le principe du prélèvement sans contrepartie? D'accord? Donc, la réponse, c'est oui. La réponse est oui. Même si j'ai pas continué la phrase, parce que Hadi, c'est juste une définition. Par contre, pour tout à l'heure, prévoit et autorise, c'est l'article de la loi organique des finances. C'est quelque chose d'officiel. D'accord? On parle de quelque chose d'officiel. On parle de la loi organique des lois de finances. 133. Est-ce que vous avez compris? C'est bon, c'est clair? Très bien. Et on fait une dernière, vite fait. Comme ça, je vous libère. Une dernière question et on peut continuer la semaine d'après. Le solde budgétaire est calculé. Le solde budgétaire est calculé en soustrayant les dépenses budgétaires des recettes budgétaires. Alors c'est très simple là, de la question. Dites-moi. Aya, elle a dit non. Etman a dit oui. Reda a dit non. Alors les gens qui ont dit non, Nawal, elle a dit faux. C'est vrai. C'est faux. Pourquoi? C'est non. Pourquoi c'est non? Pourquoi c'est faux? Voilà, Nawel, exactement. Oui, Asma, oui. Écoutez bien la phrase. En soustrayant les dépenses des recettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dépenses moins les recettes. Non. Alors, je fais le contraire. Je fais les recettes moins dépenses. Je dis ça, faux. Si j'ai positif supérieur à zéro, donc on parle d'excédent budgétaire. Si j'ai égal à zéro, on parle d'équilibre budgétaire. Et s'il est inférieur à zéro, on parle de quoi? De déficit budgétaire. Très bien. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? La question 4. La question 4, je n'ai déjà. Faux. La question 4, faux. ما كانتش هذه ما كانتش. أنا زدتها. كانت prévoit. La question 4, c'est faux. OK? Voilà. Il faut soustraire les recettes des dépenses.
Ah, quand je dis soustraire les dépenses des recettes, c'est pas la même chose. En soustrayant les dépenses des recettes. Non, c'est le contraire. C'est clair? Donc, euh, je vous libère, comme ça je prends pas beaucoup de votre temps. Ça, ce sont juste des petites questions de rien du tout, des petites questions qu'on peut trouver dans un QCM ou dans des questions directes. OK? Il y a des questions plus approfondies là-dessus. Par exemple, on vous demande plus exactement c'est quoi la partie, tel ou tel article. Bon, Anaya, à mon avis, euh, le détail, trop de détails, ça sert à rien. Le plus important, c'est que vous ayez euh, pour que vous soyez capable de comprendre la logique des choses, tout simplement. Non, je ne vais pas vous demander le détail. Aslan, si je pouvais gagner les documentations autorisées. Mais c'est pas ça le truc, c'est pas ça le problème. Il faut bien comprendre le contenu, d'accord? Il faut bien comprendre. Non, non, non. Pour moi, il ne faut pas prendre les articles. Mais bon, je ne sais pas encore comment ça va se passer l'examen final. Comme je vous l'ai dit, dès que j'ai plus d'informations là-dessus, on va discuter ensemble de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Mais le plus important, c'est qu'il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre la matière, tout simplement. Comprendre la logique de chaque chose. C'est tout. Et, connaître les notions de base. OK? Les notions de base. Très bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on s'arrête à ce niveau-là, ok? Je vous souhaite bonne chance encore une fois pour les rattrapages, ok? Oui, Reda, je vais vous les poster, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, je vais essayer de poster sur ma page de cours le polycope de l'introduction, l'essentiel du chapitre 1 et l'essentiel du chapitre 2. Donc, ça sera une synthèse. Comme ça, vous aurez une idée là-dessus, ok? Et on se retrouve la semaine d'après pour la suite. On va parler des choses techniques la semaine d'après, Inch'Allah. Donc, on va parler de la préparation, etc. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. OK? Alors, je vous souhaite très bon courage. Je vous souhaite Jumu'ah Mubaraka et on se retrouve très prochainement. Au revoir et merci à vous tous.